Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Oana, je suis radiologue au CHU à Strasbourg et j'ai le plaisir de vous présenter l'évaluation RECIST dans le cancer bronchique. L'évaluation de la réponse tumorale peut se faire soit de manière qualitative, soit de manière quantitative. Qualitativement, il s'agit de l'évaluation clinique qui est faite par l'appréciation et la comparaison de l'état actuel à un état antérieur sur la base des données de l'imagerie, de la biologie et de la clinique. C'est ce qui va permettre au pneumologue de classer son patient en patient répondeur, stable ou non répondeur. Elle a comme avantage d'être simple et rapide, mais comme inconvénient principal d'être subjective et donc non reproductible. C'est donc insuffisant dans le cadre de l'évaluation des traitements et des protocoles de recherche dans lesquels on cherche à comparer plusieurs thérapeutiques entre elles. C'est pour cela qu'on a développé des critères de réponse quantitatifs, qui sont des critères internationalement reconnus avec une définition standardisée. Il s'agit des critères RECIST pour Response Evaluation Criteria in Solid Tumors. Ces critères ont été définis en 2000 avec une mise à jour en 2009, le RECIST 1.1. Il y a plusieurs variations qui ont été décrites dans la littérature et nous étudierons principalement la variation iRECIST qui date de 2017. L'avantage, c'est qu'il s'agit de critères standardisés, universels et donc reproductibles. L'inconvénient, on verra qu'il s'agit de critères qui sont complexes, qui nécessitent un temps d'analyse et qui restent quand même soumis à des variations inter- et intra-observateurs. Dans la pratique quotidienne, ils sont principalement utilisés chez des patients dans le cadre d'essais cliniques. Alors, commençons par le critère RECIST 1.1, donc la nouvelle mise à jour de 2009. Les grands principes. Les grands principes du RECIST sont le suivi de la charge tumorale totale, qui est définie par des lésions cibles et des lésions non cibles. Les lésions cibles seront choisies et sélectionnées sur l'examen initial qu'on appelle le baseline. Cet examen de baseline ne devra pas être réalisé plus de 4 semaines avant le début du traitement. Le suivi se fera sur des examens successifs et la catégorie de réponse sur ces examens de suivi sera définie par l'évolution des lésions cibles et non cibles par rapport à l'examen initial, au baseline, et par rapport à l'examen qui montre la plus petite charge lésionnelle au cours de l'étude, c'est ce qu'on appelle le nadir. Il faut savoir que ces cycles de suivi avec baseline et nadir sont pour un patient définis par un traitement donné. Si le patient change de chimiothérapie ou change de catégorie thérapeutique, eh bien on va recommencer un nouveau monitoring avec un nouveau baseline, éventuellement un nouveau nadir. Le principe du RECIST, c'est d'évaluer toujours sur la même modalité, ce qui sera dans l'immense majorité des cas sur scanner, avec comme seul impératif technique des coupes inférieures ou égales à 5 mm, éventuellement sur une IRM, notamment pour les lésions neurologiques. Il est théoriquement possible d'évaluer les lésions sur la radiographie du thorax si elles sont supérieures ou égales à 20 mm, mais en pratique ce n'est pas utilisé. Alors commençons par l'analyse de l'examen de la. Donc le but du scanner de baseline va être tout d'abord de repérer les potentielles lésions cibles. Donc des lésions cibles sont définies soit comme des lésions solides ou partiellement solides dont le plus grand axe est au minimum égal à 10 mm. Ce plus grand axe doit être mesurable de manière fiable dans au moins un diamètre, ce qui de facto exclut les lésions diffuses comme les épanchements ou les lymphangites. Cela exclut aussi les lésions condensantes et en termes de métastases osseuses, on pourra seulement inclure des lésions lytiques avec une portion tissulaire qui envahit les parties molles. Cela exclut aussi les zones déjà traitées ou irradiées, car il est difficile d'y mesurer un résidu de manière fiable. Pour les ganglions, seront éligibles en cible les ganglions dont le petit axe, cette fois-ci petit axe, est supérieur ou égal à 15 mm. Quand le petit axe de votre ganglion est compris entre 10 et 15 mm, il ne sera pas éligible à une lésion cible, mais pourra être une lésion
non cible. Quand le petit axe de votre ganglion est strictement inférieur à 10 mm, eh bien selon RECIST, ce ganglion n'est pas considéré comme pathologique. Premier exemple, une lésion primitive paramédiastinale lobaire supérieure droite, grand axe supérieur à 10 mm, elle est éligible à une lésion cible. Ici, une métastase musculaire, grand axe supérieur à 10 mm, contour bien net, elle est parfaitement éligible à une lésion cible. Ici, une métastase parenchymateuse, grand axe strictement inférieur à 10 mm, elle n'est pas éligible à une lésion cible, mais pourra l'être pour une lésion non cible. Ici, des localisations secondaires condensantes avec des tassements vertébraux secondaires, ce n'est pas éligible pour une lésion cible. A l'inverse, ici, une localisation secondaire osseuse ostéolytique avec un contingent tissulaire envahissant les parties molles, dont le grand axe est supérieur à 10 mm, cette lésion est éligible à une lésion cible. Pour les ganglions, ici un ganglion dont le petit axe est inférieur à 15 mm mais supérieur à 10 mm, il n'est pas éligible à une lésion cible mais est considéré comme pathologique. Ici un autre ganglion dont le petit axe reste strictement inférieur à 10 mm, il est donc considéré comme non pathologique selon RECIST, même si morphologiquement il est hautement suspect du fait de son caractère rond. Ici un envahissement secondaire pleural, non éligible à une lésion cible du fait de l'absence de mesures précises. Une fois que vous avez fait l'inventaire des lésions éligibles à vos lésions cibles, il va falloir choisir les lésions cibles. Et les critères RECIST 1.1 spécifient que vous pouvez choisir jusqu'à 2 cibles par organe et jusqu'à 5 cibles par patient. Et c'est là qu'intervient une certaine part de subjectivité, puisque comment vous allez effectuer ce choix? Si votre patient a moins de 5 lésions cibles au total et moins de 2 cibles par organe, eh bien vous allez inclure l'ensemble des cibles pour votre suivi. Si par contre vous dépassez ces seuils, eh bien vous devrez choisir. Et choisir, on recommande de choisir les lésions les plus grandes, les plus représentatives, les plus reproductibles. Donc si vous avez une maladie métastatique diffuse, essayez de choisir comme cible au moins une lésion par site métastatique. Si vous avez plusieurs lésions sur chaque site métastatique, choisissez la lésion la plus grande et dont les contours sont les mieux définis, donc celle qui sera mesurable le plus facilement. Une fois que vous avez choisi vos lésions cibles, vous allez devoir les mesurer. Vous avez le droit de faire la mesure dans le plan axial natif ou dans les plans coronal strict ou sagittal strict. Il faut toujours privilégier le plan axial, sauf quand le plan sagittal ou coronal est nettement supérieur en termes de taille. Une fois dans le plan, vous devez toujours prendre la coupe et l'orientation qui vous donnera le plus grand axe pour les lésions solides. Je vous rappelle que pour les ganglions, vous devrez prendre la coupe et l'orientation qui vous donnent le plus petit axe. Dans vos mesures, vous devrez inclure la nécro. Voici un exemple sur cette lésion primitive lobaire supérieure droite. Vous avez plusieurs moyens de mesurer le grand axe. Eh bien, c'est la mesure en jaune qui vous donne le plus grand axe. C'est cette mesure-là qu'il va falloir considérer. Une fois que vous avez mesuré vos lésions cibles, vous devrez répertorier les autres lésions que vous n'avez pas considérées comme étant cibles, donc les lésions non cibles. Lésions non cibles, pourquoi? Parce qu'il s'agissait de lésions éligibles, mais qui étaient au-delà des limites de 2 cibles par organe et ou 5 cibles par patient. Ou alors, il s'agissait de lésions non éligibles, car trop diffuses, épanchement lymphangite, car inférieures à la taille, ou car non mesurables du fait de contours flous. Un exemple de lésion non cible, une lymphangite carcinomateuse. Un autre exemple de lésion non cible, de multiples métastases hépatiques inférieures à 10 mm. Dans ces cas-là, dans votre compte-rendu, il n'est pas nécessaire de mesurer toutes les lésions non cibles. Vous pouvez simplement indiquer métastase au pluriel hépatique. Une fois que vous avez
sélectionné et mesuré vos lésions cibles et que vous avez fait l'inventaire de vos lésions non cibles, vous devrez reporter ces données dans la conclusion de votre examen avec la somme des diamètres de vos lésions cibles qui donnera la somme des plus grands diamètres. Voici un exemple de conclusion. Définition des cibles avec mesure du plus grand diamètre pour les lésions solides, du plus petit diamètre pour les adénopathies, somme des plus grands diamètres et listing sans mesure des lésions non cibles. Comment se fait l'analyse RECIST sur les examens de suivi? Donc une fois que vous avez fait ce travail sur votre baseline, vous analysez les lésions cibles sur votre examen de suivi. Vous devrez mesurer toujours le plus grand axe, même si l'orientation et ou la coupe en question est différente de celle sur la baseline. Vous devrez toujours utiliser la même phase d'injection. Pour les lésions non cibles, l'évaluation est uniquement qualitative et notamment vous devrez rechercher soit une disparition complète des lésions non cibles, soit une progression non équivoque de ces lésions. Enfin, vous devrez toujours rechercher l'apparition de nouvelles lésions sur votre examen de suivi. Voici l'exemple du suivi d'une lésion cible. Examen initial, examen de suivi. Le plan de la coupe et l'orientation de la mesure du plus grand diamètre a changé, mais vous devez toujours mesurer le plus grand diamètre, même si cette orientation est différente de celle sur la baseline. Ici, l'intérêt de bien choisir votre phase d'injection. À ce niveau-là, la lésion est à peine discernable et n'est pas mesurable de manière fiable. Sur cette acquisition-là, la lésion a des contours qui sont mieux délimités et une mesure qui est plus fiable. Ici, une lésion non cible, une lymphangite carcinomateuse, mais avec une progression non équivoque puisque vous avez une augmentation en nombre en taille des micronodules périlymphatiques. Une fois que vous avez fait l'analyse des lésions cibles, des lésions non cibles et la recherche d'éventuelles nouvelles lésions sur votre examen de suivi, vous allez pouvoir classer votre patient dans 4 catégories de réponses. La réponse complète, qui se caractérise par la disparition de toutes les lésions et des ganglions qui sont strictement inférieurs à 10 mm. La réponse partielle, une diminution de 30% de la somme des plus grands diamètres par rapport à la baseline. La progression, une augmentation de 20% de cette somme par rapport au nadir, avec une augmentation en valeur absolue d'au minimum 5 mm, et la maladie stable quand on n'est ni en réponse partielle, ni en progression. Donc en pratique, ça marche. On regarde sur votre examen de suivi si vous avez des nouvelles lésions. Oui, vous êtes en progression. Si vous n'avez pas de nouvelles lésions, vous analysez vos lésions non cibles et vous recherchez une progression non équivoque de ces lésions cibles. Si c'est le cas, vous classez votre patient en progression. Si ce n'est pas le cas, eh bien vous allez pouvoir analyser vos lésions cibles et mesurer la somme des plus grands diamètres. Si cette somme des plus grands diamètres est régressée jusqu'à devenir quasiment nulle, donc si vous avez une disparition des cibles et une disparition des lésions non cibles, alors vous avez une réponse complète. Si vous avez une disparition des cibles mais une persistance des lésions non cibles, eh bien vous êtes en maladie en rémission partielle. Réponse partielle. Si votre somme des plus grands diamètres est inférieure de 30% par rapport à la baseline, eh bien vous êtes aussi en réponse partielle. A l'inverse, si la somme des plus grands diamètres augmente de plus de 20% par rapport au nadir, avec une augmentation en valeur absolue de plus de 5 mm, vous êtes en progression, et entre les deux, vous êtes en maladie stable. Un exemple sur un patient avec une seule cible, la lésion primitive. Le baseline, somme des plus grands diamètres, 43 mm. À 8 semaines, 41 mm. On a une progression qui est inférieure à une réponse qui est inférieure à 20%. On va le classer en maladie stable. Au troisième, une somme des plus grands diamètres à 58 mm. On a donc une progression par rapport au baseline qui est supérieure à 20%. On va donc classer la pathologie en progression. À 22 semaines, une somme des plus grands diamètres à 58 mm. Progression toujours par rapport au baseline
de plus de 20%, on classe donc la lésion, toujours le patient, en maladie progressive. Ce qui est important, c'est qu'à 22 semaines, il est toujours en maladie progressive, même s'il n'y a aucune différence par rapport à l'examen précédent. Venons-en maintenant aux critères IRECIST. Les critères IRECIST sont ces critères récents définis en 2017. Le but, c'est le suivi de la réponse à l'immunothérapie. Ces critères sont basés très largement sur les critères RECIST 1.1. Ils remplacent et standardisent les anciens critères IR-RECIST. Et le but, c'est de prendre en compte la présence de deux phénomènes chez les patients suivis pour immunothérapie, qui sont la pseudoprogression, donc qui peut être la majoration en taille et ou en nombre des lésions tumorales après induction d'un traitement par immunothérapie, et la réponse retardée, qui peut être la nécessité d'avoir 2 voire 3 cures de traitement avant d'induire une réponse. Donc pour ce faire, les critères IRECIST mettent en place une nouvelle catégorie de réponse, un état intermédiaire qu'on appelle la progression non confirmée, Unconfirmed Progressive Disease, UPD, avant de passer à la confirmation de la progression pour ICPD, Confirmed Progressive Disease. Donc en pratique, comment ça fonctionne? Votre choix des lésions cibles et non cibles est identique à RECIST 1.1. Pour votre examen de suivi, les critères de réponse complète, réponse partielle ou maladie stable sont identiques à RECIST 1.1. Si vous avez une progression selon les critères RECIST 1.1, alors vous allez classer la lésion le patient en Unconfirmed Progressive Disease. Donc, Unconfirmed Progressive Disease, si vous avez une progression de plus de 20% de la somme des plus grands diamètres des lésions cibles, et ou l'apparition de nouvelles lésions, dont la somme des plus grands diamètres sera le ISPD, et ou une progression non équivoque des lésions non cibles. Dans ces cas-là de maladies de progression non confirmée, il est nécessaire de réaliser un examen de suivi rapproché, 4 à 8 semaines, dans lequel vous allez de nouveau appliquer les critères RECIST. Si vous avez par rapport sur cet examen de suivi une réponse complète, une réponse partielle ou une maladie stable, le patient bascule en réponse complète, réponse partielle ou maladie stable. Si vous avez une poursuite de la progression, poursuite qui est définie soit par une progression de la somme des lésions cibles de plus de 5 mm, et ou poursuite de la progression non équivoque des lésions non cibles, et ou poursuite de la progression à plus de 5 mm des nouvelles lésions qui étaient apparues, et ou apparition de nouvelles lésions par rapport à l'examen de suivi précédent, dans ces cas-là, vous passez d'une maladie non confirmée, d'une progression non confirmée, à une progression confirmée. Quelles sont les limites de ces critères? Les limites, ils sont dans les seuils choisis, qui sont arbitraires, plus 20%, moins 30%. Ils ne sont pas forcément corrélés à la survie. Ils ont été choisis sur la base d'un consensus. Deuxième limite, c'est la présence d'une variabilité inter- et intralecteur qui n'est pas négligeable, dans les études entre 10 et 20%. Troisième limite, ces critères ne sont pas forcément applicables à toutes les pathologies, et en pathologie thoracique, l'exemple le plus probant est le mésothéliome, dans lequel la lésion primitive n'est pas véritablement mesurable de manière reproductive. Alors il y a des critères plus adaptés au mésothéliome, comme le Modified RECIST, qui réalise des mesures à des niveaux systématisés, avec 3 mesures de l'épaisseur de la plèvre, et somme de ces mesures-là, ces critères restent quand même relativement spécifiques. Donc en conclusion, les critères principalement RECIST 1.1 et IRECIST dans le cadre des patients en immunothérapie, leur utilisation principale se fera dans le cadre d'essais cliniques. Ce qui est essentiel, c'est d'avoir une véritable rigueur dans l'analyse de votre examen de baseline pour définir les lésions cibles et les lésions non cibles. L'intérêt en pratique, ça nous enseigne qu'il nous faut toujours analyser toute l'historique de l'imagerie du patient, qu'une variation de 10 ou 15% n'est pas forcément significative, et que l'expérience
du radiologue, dont l'analyse de ces dossiers complexes reste toujours décisive. Voilà, je vous remercie pour votre attention.